Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. J'espère que ça en est de même. Enfin bon, je pense que on verra à la fin, hein. Voilà. Donc, je suis ici pour parler de Il était une fois Internet et pour ce qui me concerne, puisque je suis effectivement, c'est ma fonction du jour. Je suis avocat. Par ailleurs, je suis voisin et papa. Enfin bon. Et donc, mais je suis avocat ce soir et je vais donc vous parler de Il était une fois Internet au regard d'Internet et le droit. Alors ça fait un peu bizarre de Internet et le droit, hein. C'est comme si on disait, je sais pas moi, cuisine et McDonald's. On se dit tiens, pourquoi Internet et le droit? Bon. Alors j'ai eu la chance, moi, je suis avocat depuis 1989, j'ai prêté serment le 23 décembre 1988, mais ça a été tout de suite une histoire de techno. Il se trouve que pour pouvoir prêter serment, il faut toujours d'ailleurs, il faut non seulement avoir l'examen, mais il faut avoir un contrat de travail, ce qu'on appelle un contrat de collaboration, parce que les avocats, à l'époque en tout cas, il n'y avait que des avocats libéraux. C'était un contrat de collaboration, c'est un contrat qui vous donne que des obligations et pas de droits, en gros. Donc il fallait avoir un contrat de collaboration et il se trouve que j'ai fait en parallèle de mes études, j'ai été clerc d'avocat, j'étais salarié donc d'un cabinet d'avocat, mais ça s'appelle clerc d'avocat. Et j'ai eu un contrat de collaboration pratiquement tout de suite. Et je l'ai donc déposé à l'ordre immédiatement parce qu'on prêtait serment par groupe de 50 toutes les semaines. Donc comme on était à peu près 500 à l'époque, aujourd'hui ils sont 1500. Le 500e passait 10 semaines avant le premier, ce qui faisait quand même une perte sèche de 2 mois et demi, 3 mois de rémunération. C'est pas une rétrocession, pas un salaire. Donc les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc j'ai déposé mon contrat de collaboration tout de suite que j'ai eu. Je travaillais comme salarié dans un cabinet. Le patron de l'époque m'a fait un contrat de collaboration. J'ai eu cette chance-là, donc je l'ai déposé tout de suite. Et puis l'examen passe. J'ai réussi cet examen. Bon, c'était pas très compliqué. Et je vais donc consulter la liste en m'attendant à passer le 23 décembre 1988. C'est la date. Et je m'aperçois que je suis placé en février 89. La catastrophe. Moi, j'avais promis à mon patron de pouvoir plaider tout de suite, d'être avocat, tout ça. Et devant moi, étrangement, on trouvait des avocats qui collaboraient avec des membres du Conseil de l'Ordre, des fils de membres du Conseil de l'Ordre. Bon, ça peut arriver, hein, ça arrive. Peut-être c'est probablement une erreur, hein. Donc j'ai été me rendre un matin à 8 heures à l'Ordre des avocats. J'ai demandé une, un rendez-vous au bâtonnier, c'est celui qui tient le bâton, c'est le chef de l'Ordre des avocats, pour lui expliquer que j'avais risqué de perdre mon contrat, que j'avais fait des promesses, que j'avais déposé mon contrat. L'ordre était au palais de justice et ce matin-là, c'était donc en 1988, il n'y avait pas encore de téléphone mobile, le standard du palais de justice saute. Plus de téléphone dans le palais de justice. Et moi, j'étais tout seul dans ma salle d'attente. Je vois le bâtonnier, c'était quand même un personnage, qui sort manifestement de son bureau, qui arrive dans la salle. Il avait un coup de fil à donner, c'était absolument essentiel, manifestement. Je vous dis encore, 89, pas de téléphone mobile, ou ça commençait peut-être, mais. Et il s'adresse à l'huissier, parce que c'est un huissier qui fait l'accueil à l'ordre des avocats. Est-ce que vous auriez une carte de téléphone? L'huissier, ah non. Il voit un petit gars, c'était moi, dans la salle d'attente. Il rentre dans la salle d'attente. Est-ce que, monsieur, vous n'auriez pas une carte de téléphone? Ah, je dis si, monsieur, j'ai une carte de téléphone. Ah, vous pouvez me la prêter? Je dis non seulement je vous la prête, je vous la donne. Ah, vous êtes là pourquoi? Et je lui explique mon problème. Inscrivez monsieur à la date qu'il veut. Et j'ai prêté serment le 23 décembre 1988, grâce à la technologie, grâce au télécom. Et c'est comme ça qu'il faut, je crois, j'ai eu tout de suite une relation aux technologies qui a été particulière. Et j'ai ensuite donc eu la chance, ma deuxième chance de ma vie a été que dans les années 90, j'ai rencontré des gens comme vous, parce que j'ai toujours un peu côtoyé, n'ayant pas de relation particulière dans le monde des avocats, et plutôt le monde, on va dire, des technos. Enfin, ça m'a toujours intéressé. J'étais un petit peu utilisateur d'Apple 2GS à une époque. Bon, et on m'a parlé d'Internet. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est. À l'époque, on parlait d'autoroute de l'information. J'aurais dû d'ailleurs amener ce rapport d'un certain Terry, donc peut-être certains se rappellent, peut-être toi Stéphane, qui avait fait un rapport sur les autoroutes de l'information, qui avait expliqué que le Minitel allait gagner, que l'Internet allait disparaître. Mais j'ai relu récemment ces pages, j'ai trouvé ça
absolument extraordinaire. Il faudrait le publier en fait en ligne. Je ne sais pas si c'est la documentation française. Bref, il y avait un rapport sur l'autoroute de l'information et on a commencé à me parler d'Internet et j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai eu la chance en avril 1996. Enfin, j'ai trouvé d'abord j'ai proposé ce livre qui s'appelait Internet et le droit aux éditeurs juridiques qui l'ont refusé parce que sur Internet, ça ne marchera pas. C'était en 80, donc 95 ou 94. Et j'ai trouvé le seul éditeur qui a accepté de me publier, c'était son premier ouvrage juridique, et c'est pas un éditeur connu pour faire du juridique, c'est Erol. Bon. Donc, donc je crois que j'ai dû être leur premier ouvrage de droit. Depuis, ils en ont fait d'autres, j'ai vu. Et donc Internet et le droit. Et c'était en avril 1996. C'était le premier ouvrage. Bon alors, d'abord, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve. Et puis bon, c'était quand même plutôt une belle performance. Je crois qu'on a fait 3000 exemplaires. C'est dans les milieux juridiques, c'est pas mal. Bon, j'ai relu récemment, bon, on va dire que c'était pas mal. Mais bon, et donc voilà. Donc Internet et le droit, ça m'a rappelé un peu ça. Je voulais remercier Schken et puis Yvan Mességuer et Benjamin et tout le monde de m'avoir sollicité ce soir pour cet échange parce que bon, j'ai préparé un peu sur le tard une présentation. On va essayer de réfléchir à tout ça et les choses ont beaucoup évolué et c'est difficile aujourd'hui quand on parle de droit, loi, d'établir des mouvements. Parce que bon, les lois se multiplient, les textes se multiplient, les influences se multiplient. Il y a des choses qui tombent parfois de l'Europe qui sont parfois un peu étranges, donc c'est difficile, mais on va quand même essayer il y a quand même un mouvement, et je pense que c'est ça qu'on va essayer chercher à déterminer ce soir. Il y a plusieurs mouvements et on va essayer de comprendre pourquoi et puis si ça nous plaît, comment on peut l'amplifier, si ça nous plaît pas, comment, parce que ça sert à ça quand même le droit. Le droit, ça appartient à tout le monde, ça appartient pas qu'aux avocats et aux magistrats. Ça appartient à tous les citoyens. Donc comment on peut essayer de contrecarrer ce mouvement dont chacun a connaissance par actualité quotidienne. Alors, je ne sais pas si je peux bouger. Oui, si, apparemment, parce qu'il y a plusieurs caméras, donc c'est bon. Ok. Donc Internet et le droit, il était une fois Internet. Alors, bon, comme tout bon juriste, je dois commencer par des définitions. Moi, je pense que il faut. C'est une vision évidemment partielle. Bon, mais évidemment chacun voit un peu les problématiques d'où il est. Mais j'aime bien me dire quand même que d'avoir une vision un peu systémique des choses. Finalement, si on met Internet et le droit, qui n'est pas que la loi, c'est on va dire toutes les normes juridiques obligatoires. Donc vous en avez nationales, on va parler de ça, vous en avez européennes, les directives qu'on va ensuite transposer dans des lois nationales, les règlements européens qui eux s'appliquent directement sur le terrain, on va dire. Et puis vous avez également des traités, des conventions internationales. Donc on a, on va dire, deux systèmes. C'est quoi l'approche systémique ? Bon, c'est un système, c'est, on va dire, une addition d'éléments divers et qui produisent un résultat. C'est ça comme ça. Et généralement, c'est un petit peu plus que le résultat est un petit peu plus que la seule addition des éléments. On peut voir Internet comme ça, et puis on peut voir aussi finalement le système juridique, ce qu'on appelle l'état de droit dans lequel nous sommes, dont je rappelle quand même que finalement, c'est dans un état de droit, on va dire que toutes les récompenses et toutes les peines, donc toutes les récompenses et toutes les sanctions dépendent de l'état de droit dans lequel on vit. Alors, si on fait une approche systémique, j'espère que ça va marcher, ça marche. On a d'un côté Internet, il y a un réseau informatique mondial, on peut dire ça comme ça. On peut donner, d'ailleurs, vous pouvez intervenir, c'est au contraire, c'est on pourrait faire mieux comme définition, mais enfin bon, en quelques mots, c'est ça.
sans centre névralgique national ou international. Bon, ça encore, peut-être qu'on peut discuter quand même, mais permettant la communication de systèmes hétérogènes, grâce à la définition de protocoles standards déterminés selon des impératifs techniques. Ouais. De l'autre côté, finalement, le droit, la loi, bon, j'ai dit que ce n'est pas tout à fait la même chose, on va dire la loi. Donc c'est une source effectivement de droit. La loi, on va dire qu'elle descend de la morale, quand même, mais qu'elle est d'application obligatoire, elle est juridiquement sanctionnable. Alors que la morale est du domaine de chacun, on peut appeler ça l'éthique aussi si on veut, pas tout à fait peut-être la même chose, mais enfin bon. Donc c'est une norme juridique, donc votée pour ce qui concerne la loi par le Parlement, donc c'est quand même l'expression, normalement, c'est une norme démocratique, à la différence des normes techniques quand même, et c'est une expression qui est censée refléter nos valeurs. Et c'est une norme juridique assurant effectivement le fonctionnement de la société. Bon, il faut bien se placer d'un point de vue, on va dire la société française, on est quand même là, et la France existe encore au sein de l'Europe, et est censée être, comme je dis, expression de la volonté générale et sauvegarder l'intérêt général du peuple. C'est une définition un peu idyllique de la loi. On va voir que les choses peuvent un peu évoluer. Donc, on a deux systèmes, voilà, qui sont censés se côtoyer, mais effectivement, il faut s'attendre à des tensions, les deux systèmes ayant des finalités, des fonctionnements différents. Alors par exemple, est-ce que ça a un sens de parler d'Internet et du droit et de la loi lorsqu'on est face à un système transnational ou national, je ne sais pas comment dire. Est-ce que la loi est forcément territoriale? Donc quelle loi appliquer? Alors effectivement, comme on l'a indiqué ici, il y a quand même ce qui s'affine, ce qui n'était pas clair peut-être au tout début de l'histoire d'Internet et de sa rencontre avec le droit. Il y a eu deux critères, le critère d'accès et le critère de destination. Le critère d'accès, c'est qu'un juge va se considérer comme compétent et va considérer que la loi française s'applique dès l'instant où il accède par exemple, à un contenu. Ce qui tend, par exemple, à poser un certain nombre de problèmes. On a vu que cette première théorie a été rapidement une théorie limitée. Donc il y a beaucoup de plaideurs. Il y avait des contenus des justiciables qui leur plaisaient pas. Alors ils faisaient constater par un huissier basé à Paris ou à Nanterre que ce contenu-là était accessible. Il disait c'est accessible, donc juge, tu es compétent, donc la loi française est compétente, donc tu vas sanctionner. Mais le problème de ce critère, c'est encore une fois, c'est qu'il est limité. Prenons une loi comme par exemple l'emploi de la langue française obligatoire, la loi Loriol, 1975, modifiée par la loi Toubon, je crois que c'est en 1994, qui impose l'emploi obligatoire de la loi française. Avec la théorie de l'accès, ça veut dire qu'à peu près 9/10 d'Internet est hors de la loi en France. Bon. Donc, c'est pas possible. Alors, il y a un deuxième critère qui est venu se rajouter et qui semble un critère qui est quand même aujourd'hui communément admis par les juges, qui est le critère de destination. Dès l'instant qu'un contenu sur Internet est destiné au marché français, et pour ça, quand je dis au marché ou au territoire français, et pour ça, on va déterminer ça par des faisceaux d'indices qui sont totalement factuels, qui sont de domaine du fait et pas du droit, comme l'emploi de la langue française, comme si on est dans, par exemple, des sites de e-commerce et qui vendent des armes, le fait de livrer en France. Donc, on va chercher des éléments factuels. Et à partir du moment où ces éléments factuels sont constatés, on va dire alors que ce site, cette offre, cette parole, ce contenu étant destiné au territoire français, alors oui, le juge se considère comme compétent et oui, le juge considère que la loi française est applicable. Ce n'est pas du tout un problème théorique. Vous savez qu'à peu près tous les géants de l'Internet
mettent, pour des raisons fiscales évidentes, mais aussi parce qu'ils ont extrêmement peur des juridictions françaises, leur siège social et leurs offres en dehors du territoire national. Donc vous avez eBay qui est au Luxembourg, vous avez, je sais pas, il y a d'autres exemples qui ne me viennent pas comme ça en tête, mais ils sont tous en dehors de la France. Et quand vous lisez les conditions générales de vente ou de service ou de contrat ou les terms and conditions qui sont sur ces sites, vous avez toujours la surprise de constater que la loi sous laquelle vous déclarez, acceptez, vous trouvez est une loi qui n'est pas française. Bon, alors il y aurait plein de choses à dire sur les lois de police, le droit de la consommation, etc. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que quand même, ce qui semble admis, encore une fois, c'est le critère de destination, savoir que à partir du moment où on considère que le territoire français est concerné, parce que le service est destiné, les juges ont tendance à considérer qu'ils sont donc compétents et que la loi est applicable. Donc effectivement, une situation ou un comportement va produire ses effets sur le réseau tout entier, mais c'est pas idiot, ça reste pas idiot de raisonner en termes de droit et de loi nationale, même pour un réseau transnational. Étant entendu que, je vais dire une grossièreté, c'est pas tout à fait orthodoxe sur le plan juridique, mais je dirais que pour ceux que ça intéresse, que le droit international, à l'extrême limite, n'existe pas. Le droit international, le plus souvent, il sert à désigner des lois locales applicables. Il donne des règles, des critères et des règles de résolution d'un problème pour savoir quelle loi s'applique. Hein. Ou alors, comme par exemple les directives communautaires, on va transposer en droit national la norme communautaire. Donc on retombe toujours à un moment ou à un autre, là c'est le praticien qui vous parle, quand même sur l'exigence d'appliquer une loi locale en dépit d'un réseau qui est transnational et qui donc paraît ne pas aller avec une loi nationale. Alors, ce qui est Internet a eu quelque chose qui est unique probablement dans l'histoire des états de droit et du droit moderne. Manifestement, la loi, on l'a dit, c'est l'expression de l'intérêt général. C'est aussi, sans faire du marxisme de prise unique, c'est quand même aussi la sauvegarde de situations données, de pouvoir établi aussi, il faut bien le dire. Et Internet, à son arrivée, a tout de suite fait peur. Il a fait peur parce que, effectivement, c'est l'esprit de coopération, c'est la parole qui se libère, c'est des intermédiaires qui perdent on va dire leur repère, même s'ils essaient de le récupérer autrement. Et c'est vrai que ça a tout de suite été une difficulté. Et une des illustrations de ça, c'est la relation, on va dire, des pouvoirs et de ceux qui détiennent le pouvoir vis-à-vis des contenus qui se trouvent sur Internet. Et cette espèce de crainte de cette parole qui se libère, il faut le dire, c'est vrai. Et ça se retrouve sur la façon dont les tribunaux vont gérer cette problématique. Et quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que en 1996, en 1997, avant même qu'un juge, je parle du juge français, je suis quasi certain du juge européen et probablement du juge américain, mais c'est quelque chose qu'il faudrait regarder, et s'il y a des thésards peut-être qui pourront, ça peut peut-être les intéresser à l'occasion et faire une recherche, avant même qu'un juge du fond ait statué sur une problématique qui concerne Internet et le droit, et en particulier les problématiques de contenu, avant même qu'un petit juge de première instance ait tranché un litige ou une difficulté d'une personne qui se plaigne d'un contenu, eh bien, les plus hautes juridictions françaises et américaines avaient déjà statué sur les problématiques de l'Internet et de la liberté d'expression. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe en 1996. Le Parlement français vote la deuxième loi de réglementation des télécoms, qui en fait est une loi qui libéralise le secteur des télécoms. C'est une loi du 23 juillet 1996.
Cette loi-là, elle va créer l'ARCEP, qui à l'époque s'appelait l'ART, l'Autorité de régulation des télécoms. Elle va donc libéraliser pour le grand soir, qui est le 1er janvier 1998, tout le secteur des télécoms. Et puis France Télécom sera privatisée un petit peu plus tard par une loi sur le service public. C'est toujours un peu le contraire. En fait, c'est assez amusant parce que sur ces lois-là, il faut comprendre le contraire du titre. La loi s'appelle la loi de réglementation des télécoms. En réalité, c'est une déréglementation, même si... Et puis la loi sur le service public de 2003 qui va privatiser France Télécom, c'est pas une loi sur le service public, c'est une loi qui privatise. Mais c'est une loi, donc, cette loi de réglementation des télécoms. À l'époque, il y avait des Calvacom, vous vous en souvenez peut-être, il y avait des... je ne sais plus encore, enfin, c'était un certain François Benveniste qui dirigeait cette société. Et ils ont un peu ferraillé, il y a eu des petits problèmes, ils ont été mis en garde à vue sur des problèmes de forum, etc. Et au Parlement, le ministre chargé des télécoms, qui va donc endosser cette loi qui va libéraliser le secteur des télécoms, était quelqu'un qu'on connaît bien encore aujourd'hui. C'est là qu'on voit que le renouvellement en politique, ça marche. Il s'appelle François Fillon. Et donc, François Fillon, en juin-juillet 1996, il va ajouter in extremis un amendement à la loi de réglementation des télécoms, qui n'avait strictement rien à voir avec la choucroute et avec le sujet qui nous intéresse, c'était vraiment une loi sectorielle, un amendement qui va décider de confier à une commission administrative qui avait fait office sur Internet pendant 10 ans, qui avait été très présente sur Internet pendant 10 ans, surtout pour éviter que France Télécom soit poursuivie en responsabilité pour la messagerie rose, qui s'appelait le comité supérieur de la télématique. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici. Et donc, l'amendement Fillon, donc, qui a été voté par la loi de réglementation des télécoms, va décider de confier au comité supérieur de la télématique, je cite, la détermination de règles déontologiques applicables aux personnes dont l'activité est d'offrir un service de connexion. Le Conseil constitutionnel, et je vous dis encore, il n'y a pas encore une seule décision rendue, je crois qu'il y a une ordonnance dans une affaire BNP, un problème, il y a peut-être l'affaire du médecin de François Mitterrand qui avait fait un bouquin, et il y avait un cybercafé d'Angers qui avait fait un scan de mauvaise qualité de son livre qu'il avait mis sur Internet. Il n'y a pas encore un juge qui a statué, et déjà le Conseil constitutionnel est concerné par Internet et la liberté d'expression. Extraordinaire. Et donc le Conseil constitutionnel le 23 juillet 1996 dit, attendez, vous avez confié à une commission administrative la question de la déontologie, enfin ça s'appelait comme ça, mais on avait compris de quoi il s'agissait. Vous avez confié à une commission administrative le soin de décider ce qu'on peut pas mettre sur Internet. Attendez, ça va plus? Non, ça c'est du domaine de la loi. J'annule. C'est donc une décision du Conseil constitutionnel qu'il faudrait relire. Parce que, donc la première décision du 23 juillet 1996. Aux États-Unis, à la même période, Bill Clinton, je dis bien Bill Clinton, donc démocrate, fait voter par le Parlement une loi qui s'appelle le Decency Act. C'est-à-dire en gros la même chose, qui, là aussi, on vous a mis un extrait du texte, pénalisation de la transmission de messages. Là encore, à ma connaissance, je ne connais pas une décision de première instance qui a été rendue. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'émoi particulier, il n'y a pas eu d'actualité particulière sur le problème, il n'y a pas de terroristes en circulation, non. Mais tout de suite, on veut contrôler le truc. Donc, l'administration Clinton fait voter cette loi. Et le 26 juin 1997, c'est un petit peu plus tard, là, par contre, il y a peut-être eu des décisions fin 96 en France, et en Europe, je ne pense pas, la Cour suprême des États-Unis décide d'annuler les principales dispositions du texte, du Decency Act. En fait, il le vide quasiment de son contenu, à 80%, je crois, a été supprimé, parce que la Cour suprême considère que ça c'est imprécis et que c'est une atteinte à la liberté de parole, enfin au freedom of speech. Et puis, moi j'ai l'arrêt ici, la décision rendue par la Cour suprême. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais grâce
HKN et puis à Yvan. Je me suis replongé un petit peu dedans et c'est une décision quand même intéressante. Et alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ces décisions? Encore une fois, il n'y a pas d'actualité particulière, il n'y a pas de difficulté. On est avant 2001, on est 96-97 et tout de suite, de la part des gouvernants, il y a le désir de contrôler le bidule qui quand même fait peur. Il faudrait peut-être mettre une commission administrative là-dedans et puis là-bas, il faudrait peut-être prévoir des choses. Ce qui, malheureusement, l'histoire va se répéter et on va voir que ce désir de contrôle, au final, il est en train quand même de gagner. Donc première chose, puisqu'on est dans l'histoire d'Internet, ces deux décisions de 96 et de 97. Deuxième mauvais coup quand même de l'Internet, c'est qu'on va commencer à voir poindre, même sur des sujets qui sont des sujets sur lesquels il y a consensus, et là je parle de pédophilie, donc je pense qu'il n'y a pas de consensus, mais il y a une manière, une habitude qui va être prise, encore une fois en droit français, et qui semble se confirmer, de traiter un peu Internet comme un objet à part. Donc je lis le texte, l'article 227-13 du Code pénal. Alors c'est à ma connaissance la première fois que les choses vont s'écrire comme ça. Donc le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer et transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image. C'est effectivement des textes qui sont en application. Paragraphe 2. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation. Alors, le fait, effectivement, d'offrir une telle image ou représentation, soit de l'importer ou de l'exporter, ou de faire importer ou de le faire exporter, est puni des mêmes peines. Voilà. Alors, il y a même un délit un peu plus loin dans ce texte qui incrimine la détention d'une image. Et bon, tout ça, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté à ça. La disposition, moi, qui m'interpelle, et les peines qui sont de 5 ans et de 75 000 € d'amende sont les peines maximales. Sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique. Et donc c'est la première fois que dans la loi, l'utilisation du réseau, à l'instar un peu d'une infraction qui serait commise sans arme ou avec arme, alors on considère que l'usage du réseau est une circonstance aggravante. Et on additionne, on multiplie, en tout cas, les peines pratiquement par deux dans ce cas précis. Alors évidemment, encore une fois, c'est très difficile de parler évidemment de ces textes-là parce qu'il y a une unanimité et totalement compréhensible ces questions, mais on a quand même le droit de s'interroger. La raison et le cœur, mais peut-être la raison quand même d'abord et le cœur ensuite. On a quand même le droit de s'interroger sur cette façon de faire qu'on va répéter et pour laquelle il y a même encore récemment des tentatives de faire finalement de l'usage d'Internet, des réseaux numériques, parce que derrière le mot réseau numérique, c'est quand même Internet qui pose problème, de faire de l'usage des réseaux Internet une problématique particulière et supplémentaire. Alors, troisième temps, c'est le contrôle évidemment étatique. C'est-à-dire que il y a c'est-à-dire qu'après l'effroi, après avoir découvert qu'il y avait avec Internet, il y avait des espaces qui s'ouvraient, des gens qui parlaient, qui prenaient la parole, etc. Finalement, les États vont comprendre que l'Internet, au final, est peut-être une chance d'un meilleur contrôle. Et il y a une loi qui est probablement, si on devait décerner le génie législatif c'est probablement le père, je ne le connais pas, le père de la loi sur le Patriot Act, l'USA Patriot Act. Alors, l'USA Patriot Act, c'est une loi qui a été votée dans les suites, évidemment, du 11 septembre. C'est les mois, on comprend tout à fait aux États-Unis, le 26 octobre 2001, votée à l'unanimité.
on est effectivement sous l'administration Bush, mais sauf erreur, alors elle va être renouvelée, parce qu'elle a une durée de 5 ans, cette loi, et donc elle va être renouvelée en 2006, en 2011. Il me semble que c'est peut-être pas 5 ans, enfin bref, il me semblait qu'elle a été renouvelée récemment, peut-être 2012, hein, bon. Et elle, à chaque fois, quelle que soit l'administration, que ce soit démocrate ou républicaine, c'est une loi qui est votée. Et alors, effectivement, c'est une loi un peu fourre-tout. Bah, c'est cette loi, quand vous allez aux États-Unis, nous, on se pose des questions, la biométrie, etc. Vous arrivez à l'aéroport, tu mets ton doigt, on va te foutre la photo dans l'œil, et puis t'es ad vitam aeternam, tu as ton fichier qui est là. Ça, c'est la loi, c'est l'USA Patriot Act. C'est aussi une loi un peu fourre-tout avec la création de fonds de financement d'activités antiterroristes. Bon, c'est tout à fait, je crois, légitime que les États-Unis se défendent près des lois. Je n'ai pas de problème à ça. Ce qui est plus problématique, c'est que le législateur va comprendre en 2001 que finalement, pour aller chercher de l'information, il n'y a peut-être plus la peine d'envoyer James Bond 007 fractionner la porte du bureau d'à côté et d'aller mettre une clé USB rapidement sur un, comme on voit dans les films, sur un. Peut-être qu'on pourrait, à ce moment-là, s'adresser à tous les prestataires auprès desquels ces entreprises externalisent tout ou partie de leur système d'information, après tout. Grande majorité de ceux-là sont américains. Mais alors comment pourrait-on faire qu'il y ait une collaboration de ces prestataires? Et c'est ça le génie de l'USA Patriot Act. On a envie d'être à genoux quand on comprend le truc. C'est qu'il y a 2 règles dans l'USA Patriot Act qui répondent à cette problématique. La première, c'est qu'il est interdit aux prestataires de révéler qu'il va recevoir une FISA order ou une espèce de lettre, j'ai plus son nom en tête, là, qui vient en fait pour lui demander des informations sur Jean Martin. Premièrement, il lui est interdit de le diffuser. Et deuxièmement, la loi prévoit que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour n'avoir pas avoir révélé à son client, parce qu'il s'agit de son client, qu'une demande d'information lui a été adressée et qu'il a transmis la totalité des données qui concernaient cette personne. C'est ça le génie de l'USA Patriot Act de 2001. C'est finalement cette prise de conscience, et avec effectivement le phénomène du cloud computing et toute l'externalisation auquel on assiste. Et évidemment, c'est extrêmement facile quand on a dans son industrie des Microsoft. Alors je vais citer quelques noms. Ce sont ceux qui ont signé le programme PRISM. Comme ça, les autres, je ne veux pas non plus trop les aiguiller. Enfin, quand on a Microsoft, quand on a Amazon n'a pas signé, mais Apple, quand on a qu'est-ce qui a encore signé PRISM? Dropbox, Google, bien sûr. Dropbox, Google, voilà. Donc, quand on a toute cette industrie, bah, évidemment, on a tendance à avoir des industriels auprès desquels on peut s'adresser. Et vous avez vu qu'il y a eu, je crois que c'est en mai 2012, me semble-t-il, peut-être c'est plus proche de nous, c'est peut-être en 2013, cette affaire qui met aux prises, là, si quelqu'un a plus de précision là-dessus, qui met aux prises Microsoft au gouvernement américain. Le gouvernement américain demandant à Microsoft de communiquer des données qui ont été stockées sur des serveurs basés en Irlande. C'est peut-être mai 2014, vous avez raison. Donc, et le juge américain disant, bah si, il faut les communiquer. Donc, cette loi du Patriot Act, elle est un tournant quand même, je pense, important. Il faut savoir que, toujours dans la suite du 11 septembre, le seul traité sur la cybercriminalité, qui doit être le traité de Budapest, la Convention de Budapest, me semble-t-il, de novembre 2001, donc c'est un mois après, va d'une certaine manière entériner un peu cette structure de loi. C'est un traité, donc en autorisant les États signataires, il me semble que les États-Unis le sont, la France l'est, à recourir à cette structure de loi. Et évidemment,
c'est une loi qui est intéressante pour le gouvernement des États-Unis. Alors, trois remarques quand même par rapport à ça. C'est que la première, lorsque le FBI fait une demande, par exemple, à un juge pour obtenir une injonction auprès d'un prestataire, le juge a l'obligation de ne pas révéler le motif de l'injonction, pour des raisons de secret vis-à-vis de l'enquête. En tout cas, c'est la justification donnée. Donc, à partir du moment où l'injonction est donnée, l'entreprise reçoit l'injonction, elle n'a aucune idée de ce qui peut se passer derrière, et le FBI n'a qu'à dire que cette personne-là pose un problème. Parce que l'USA Patriot Act, ça concerne tout type de données. Je n'ai pas les textes ici, mais si on disait, c'est tout type de données, que ce soit des métadonnées, des données intelligibles, des données de connexion, des données techniques, tout ce qu'on veut, tout type de données, sur toute personne, parce que le terrorisme international, ça ne concerne pas que, évidemment, des citoyens américains, c'est toute personne dans le monde, et effectivement, tout prestataire qui relève, selon l'interprétation de l'administration américaine, du Patriot Act. Alors, PRISM, dont je n'ai pas parlé, parce que c'est pas vraiment judiciaire. PRISM, c'est le système d'autorégulation américaine, on va dire. C'est un petit clin d'œil. C'est-à-dire que c'est un programme. Il y en a d'autres. Il y a le Safe Harbor, que connaît bien la chaire, et en matière de données personnelles. C'est un programme qui a été mis en place, qui a été révélé par Edward Snowden, qui est évidemment un programme qui est clandestin. En tout cas, il n'était pas révélé. Sans Snowden, on ne l'aurait pas su. Et je crois que donc 9 entreprises américaines l'ont signé. En tout cas, ce sont les informations rapportées par Edward Snowden et rapportées par la presse, qui ont été plus ou moins démenties et plus ou moins avec vigueur par certains de ces entreprises, plus ou moins, et plutôt plus validées, y compris par l'administration américaine, où là, on est sur un autre système qui est complètement hors de la loi, c'est-à-dire, j'ouvre le pot de confiture, des données qui se trouvent chez ces différents acteurs qui sont signés, et j'autorise évidemment la NSA à mettre la main dans le pot de confiture comme ils veulent, quand ils veulent, et selon les modalités qu'ils veulent. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de totalement fou, qui d'ailleurs fait penser que à peu près les mêmes entreprises ont signé un autre programme qui s'appelle le Safe Harbor, par lequel ils s'engagent auprès notamment de la Commission européenne à un certain niveau de protection des données à caractère personnel totalement bafoué. Enfin, la Commission européenne a négocié le Safe Harbor en oubliant et la possibilité de le contrôler et la possibilité de le sanctionner ou de le faire sanctionner. Mais ça, c'est autre chose. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'au final, nous, avec du retard comme toujours, on se dit, c'est pas mal finalement le Patriot Act. Alors évidemment, du coup, ça rend plus difficile la critique. Du coup, nous aussi, on a des textes qui ont évolué. C'est moi ça. Voilà. C'est bon ? Voilà. Oui. Juste une chose, il y a certaines dispositions du Patriot Act qui expirent régulièrement et doivent être renouvelées. Et c'est l'année prochaine où ça doit repasser devant le Congrès. Alors. Et justement, il y avait un souci avec Feinstein, qui est démocrate et qui a été pendant longtemps responsable de la commission en question, qui se pose justement plein de questions, savoir si elle va réussir à le faire renouveler ou pas l'année prochaine. Alors, je ne sais plus quelle est. C'était aussi en mai, il me semble, mais je ne sais plus vraiment quelle année, c'est peut-être 2012-2013. Au dernier renouvellement du Patriot Act, il y a eu 2 amendements qui sont intéressants. Il y a un amendement républicain qui a demandé à ce qu'il soit plus provisoire et ad vitam aeternam, qui a été rejeté quand même. Et un amendement démocrate qui a demandé plus de garanties pour les citoyens et qui lui aussi a été rejeté. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pour la première fois depuis 2001. Il y a quand même un représentant du peuple américain qui a déposé un amendement pour dire j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de garanties. Parce que
s'il est, on peut dire, légitime qu'un État, on le sait, ça a toujours existé, je pense qu'il existera toujours, procède à des contrôles. Il faut que ça se passe dans un cadre légal. Il faut surtout que le citoyen ait la possibilité quand même de contrôler la régularité et la légalité de ce qui se fait. Sinon, c'est quand même problématique. Donc nous, effectivement, là, vous voyez, le juge de liberté, il peut faire ce qu'on appelle... Alors, on est passé des écoutes aux interceptions. Hein. C'est comme on est passé des télécoms aux communications électroniques. Ça veut dire qu'on est passé de la voix aux données. C'est ça que ça veut dire, hein, puisque le mot télécom a disparu du vocabulaire légal. Il a disparu en 2004, donc il y a 10 ans. Et au lieu de télécom, aujourd'hui, au lieu d'un code des postes télécoms, vous avez un code des postes et des communications électroniques. Au lieu d'une autorité de régulation des télécoms, vous avez une autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ça veut dire que le législateur, quand même, là, il y a quand même des progrès, a pris acte des évolutions technologiques et on ne réglemente plus les choses par le type de données. Ça a été le cas pendant très longtemps. La voix avait sa réglementation, les données avaient la sienne. Aujourd'hui, tout ça, c'est ce qu'on appelle les communications électroniques. Hein. Et d'ailleurs, les fournisseurs d'accès à Internet n'existent plus devant la loi. Ils ont rejoint la catégorie des opérateurs de télécom pour devenir des opérateurs de communications électroniques. Donc, un fournisseur d'accès à Internet aujourd'hui. D'ailleurs, la libéralisation des télécoms a rabaissé le formalisme, etc., pour tout le monde, sauf les fournisseurs d'accès à Internet, qui jusqu'en 2004 était une activité totalement libre et qui, en 2004, quand ils sont devenus opérateurs de communication électronique, maintenant ils ont une obligation de déclaration à l'ARCEP, de répondre aux demandes de l'ARCEP, de payer des taxes, ce qui n'était pas le cas, et de se soumettre à un certain nombre de réglementations en matière de communication électronique, notamment une réglementation, une disposition qui leur impose à leur charge d'acquérir des équipements pour permettre, ce qu'on voit ici, les interceptions, ce qui était avant les écoutes, les interceptions par la police, par la justice. C'est à la charge des opérateurs, c'est dans le cahier des charges et donc dans la partie réglementaire du Code des postes et des communications électroniques. Donc tout opérateur qui se déclare auprès de l'ARCEP a cette obligation-là. Donc là, effectivement, on voit qu'en cas de flagrance, le juge des libertés peut autoriser des interceptions, qu'il y a aussi des interceptions de sécurité hors contrôle d'un juge, les fameuses écoutes de l'Élysée, qui sont devenues une interception de sécurité, qu'on peut intercepter, mais aussi on peut capter aussi le juge d'instruction, mais ça reste quand même judiciaire. Tout ça a évolué, c'est à l'OPSI 2 du 14 mars 2011. Bon, je ne vais pas vous faire un truc en détail. C'est quoi la différence entre intercepter et capter? Alors, la question de Stéphane Bosmeyer, c'est quelle est la différence entre intercepter et capter? Intercepter, on va dire que ça sera se brancher sur la ligne pour intercepter des données qui transitent. Capter, c'est aller là où elles sont stockées pour les prendre. Voilà. Et donc, cette notion de captation est aussi une notion nouvelle. Il se passe pratiquement plus un semestre, on va dire, sans que finalement tout ça se mette en place. Et effectivement, moi j'ai tendance à penser que si ça se fait sous le contrôle d'un juge, ça nous laisse quand même la possibilité d'avoir des recours, que des avocats aient accès aux choses, qu'ils voient si tout ça est légal et légitime aussi, et qu'il y ait des débats. Bon. La loi de programmation militaire, elle va prévoir des choses qui sont sous l'égide d'une personnalité qualifiée. Bon, c'est effectivement le Patriot Act à la française. Elle aussi, d'ailleurs, elle est provisoire, elle a 5 ans. C'est la petite sœur du Patriot Act, sauf que c'est une loi qui date, sauf erreur, du 28 décembre 2013. Hein, c'est ça. La loi de programmation militaire du 28 décembre 2013, donc pour 5 ans. Et pareil. Alors nous, sur le Patriot Act, c'est le FBI qui demande à un juge, mais dans le secret, de lui donner la possibilité de les ordres. Là, pour la loi de programmation militaire, nous, on reste sur un système administratif où on va désigner une personnalité qualifiée, mais c'est la petite sœur du Patriot Act. Donc c'est un mouvement de reprise en main qui est extrêmement clair. Ce mouvement de reprise en main, il va continuer avec... Non. Il va continuer de manière plus sournoise avec le filtrage. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. C'est-à-dire que, là encore, les autorités ont compris que finalement,
Internet eh bien, était servi aux populations au travers de, allez, on va dire, une bonne dizaine de fournisseurs d'accès Internet. Bon, ils s'appellent plus comme ça. Hein. C'est-à-dire, si on prend, on va dire Orange, France Télécom, SFR, Bouygues, Free, Numéricable, ça représente combien de la population là, qui est servie? Je sais pas, je dirais 70, 80% de la population, en gros. Voilà, bon, bah, il suffit de s'adresser à ceux-là. On va leur dire on va leur interdire l'accès à certains contenus et qu'ils créent des listes noires. Et puis finalement, c'est ça la solution. C'est finalement quelque part l'amendement Fillon qui gagne. Alors, donc il y a quelques affaires. Il y en a une qui, à mon avis, qui n'a aucune base légale et pourtant la Cour de cassation l'a validée, qui est l'affaire Arg, dont vous avez probablement entendu parler. Bon, qui n'est pas quelqu'un de sympathique du tout, un négationniste notoire, mais bon, il n'empêche qu'il est quand même dans le cadre de la loi, et le juge va admettre que dans un cas comme ça, les opérateurs, donc on va dire les fournisseurs d'accès Internet entre nous, soient contraints, sans base légale à mon sens, de filtrer, donc carrément de filtrer. Bon, ceci dit, vous allez me dire, bah, il suffit qu'ils recréent un site à côté. Oui, bien sûr. Mais quand même, les choses sont là. Et alors, pour la première fois, ça va être intégré, cette notion de filtrage qui, moi, m'inquiète quand même au plus haut point, parce que c'est le retour, là, clairement de la censure. Hein. Elle va être intégrée comme ça, sans rien dire, dans une loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Donc, où on va créer une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire en gros quelqu'un que vous et moi on paye et qui travaille pour des intérêts privés, parce qu'il y a deux grands types d'autorités administratives indépendantes. Il y a celles qui défendent les libertés, comme la CNIL, et puis il y a celles qui sont, on va dire, sectorielles, qui libéralisent un secteur, comme l'ARCEP, puis il y en a d'autres, bon, comme l'ARGEL, elles sont là pour effectivement peut-être mettre un peu d'ordre, mais aussi... Alors l'ARGEL a des pouvoirs dans cette loi du 12 mai 2010 pour effectivement obtenir d'un juge qu'il interdise, qu'il fasse injonction à des fournisseurs d'accès Internet pour exclure l'accès à certains sites. Et donc c'est sur le fondement de cette loi que pour la première fois, le 6 août 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris en référé, donc c'est une procédure d'urgence, ça dure entre 4 jours et 3 semaines, il fait une ordonnance et évidemment, les France Télécom, les SFR, les Bouygues, les Darty Télécom, les Auchan Télécom, Numéricable et Orange, qui par ailleurs sont déclarés à l'ARCEP et qui ne peuvent vendre sur le territoire qu'au travers de cette déclaration et qui doivent se soumettre aux décisions judiciaires françaises, sans quoi ils risquent la suspension de leur autorisation, d'une certaine manière, de servir le territoire. Donc c'est ça le fait de créer un statut et une obligation de déclaration. Eh bien, évidemment, implémente sans délai la décision. Donc en l'espace de 3 semaines, les choses sont faites. Alors certes, c'est judiciaire, mais on se demande bien pourquoi l'ARGEL a obtenu, dans le silence le plus complet, on n'en a pratiquement pas parlé dans cette loi du 12 mai 2010, cette possibilité qui lui est offerte d'obtenir le filtrage de sites Internet. Donc la décision est également ici. Alors un mot quand même, parce que évidemment ce serait quand même pas juste de ne pas parler. Alors il paraît que c'est Microsoft qui a créé le terme GAFA. Oui. Ah, d'accord. Il paraît que c'est Microsoft qui a créé le terme GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, ou peut-être Google, Apple, parce qu'évidemment, il n'est pas dedans. Donc, bon. Alors, évidemment, on a dit tout à l'heure que la loi française, elle est applicable, et que selon le critère de destination. Mais enfin, bon, on est au quotidien en contact avec, j'ai mis Google, Apple, Facebook, Amazon, mais on peut ajouter, on est tous, enfin, moi en tout cas, je suis un utilisateur de LinkedIn, effectivement Twitter, de Google, bien sûr, et donc ces gens-là, lorsque par exemple Facebook fait évoluer ses conditions générales de service, alors c'est des mois. Merde, Facebook a fait
évoluer les conditions générales de service. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Ça a plus d'impact finalement qu'une loi, d'une certaine manière. Donc, oui, effectivement, la loi française s'applique, mais on peut s'interroger sur quand même cette situation. Et puis la deuxième, les questions qu'on pose, c'est les liens entre tous ces grands et les dispositifs de contrôle étatique. Dans le cas de Prism, la question quand même qu'on peut se poser, mais quel est l'intérêt de Dropbox, de Google et de toutes ces sociétés d'avoir adhéré au programme Prism et d'avoir laissé la NSA mettre sa main dans les bases de données de ses clients? Est-ce que quelqu'un a une explication à ça? Quel est leur intérêt? Ils ne sont pas payés par le gouvernement américain. Oui, surtout, ils n'ont pas le choix le plus souvent. Le gouvernement américain ne leur laisse aucun choix. Ils n'ont pas le droit d'en parler et ils sont obligés de laisser un accès. Le programme Prism dont tu parles, en fait, c'est vraiment pas important. Ça permet juste d'avoir un accès à certaines données sur demande. Donc, en gros, c'est pour faciliter certaines affaires. On a pu le voir dans la révélation. Je veux dire qu'en termes de volume, ça n'a pas d'importance, c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est est-ce qu'on peut avoir accès à tel fichier qui est à tel endroit? Dans les révélations Snowden, c'est ce qui a fait le plus de bruit parce que c'est paru au début. Mais dans l'ensemble de ce qu'on a eu, c'est vraiment minoritaire. C'est vraiment un accès restreint à quelque chose. Mais encore une fois, les entreprises n'ont pas le choix. On a pu le voir avec Yahoo, par exemple, qui a combattu pendant un moment la NSA pour des accès. Ils n'ont pas le droit d'en parler sous peine d'amende énorme. Et de toute façon, s'ils ne le font pas, ils ont aussi une amende énorme. Ah, ça, c'est ça qui fait, c'est le porte-monnaie. Mais moi, j'ai l'esprit mal tourné. Et je remarque, si tu veux, que les États-Unis n'ont pas de loi fédérale en matière de protection des données à caractère personnel. Je remarque que j'ai pas entendu, je suis pas au quotidien là-bas ce qui se passe, mais j'ai pas entendu qu'un tel projet était dans les tiroirs d'une administration. Je m'étonne de cette situation. Je pense qu'elle arrange au plus haut point les Google, Facebook, etc., qui finalement n'ont que leurs dispositions contractuelles pour les limiter, donc celles qu'ils écrivent eux-mêmes. Et je me demande, mais parce que j'ai l'esprit très mal tourné, s'il n'y a pas là un marché quand même implicite entre l'administration américaine et ces grandes entreprises. Je vous laisse tranquille, mais à condition que vous me donniez l'accès à tout ce que je veux. Et il faut peut-être que l'Europe se pose des questions sur cette situation, parce que on peut se demander effectivement qui se sert de qui. Est-ce que c'est vraiment les entreprises qui se servent est-ce que c'est vraiment l'État américain qui se sert de ces entreprises, ou c'est le contraire? Je ne sais pas. C'est une question. Voilà. Alors, donc là, vraiment, je crois que vous avez compris, j'essaie de donner je ne veux pas non plus nous casser tous le moral, mais j'essaie de donner quand même un peu une direction à ce qu'on voit, à ce qu'on constate, c'est-à-dire de plus en plus de contrôle, de plus en plus de filtrage, de plus en plus de gens, aussi bien au niveau étatique qu'au niveau privé. J'aurais pu parler du marketing prédictif de Google, sa façon, oui, micro. Donc, quelle réponse on peut donner finalement à court terme, du moins? On a quand même une loi qui, je pense, n'est pas suffisamment bien comprise, qui quand même a fait quelque chose, et qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui est une loi donc du 21 juin 2004, qui est toute la... Alors j'aurais pu faire des dizaines de diapos là-dessus, qui est la loi qui est une transposition d'une directive communautaire, qui est la directive sur le commerce électronique, mais en fait qui ne traite pas que de commerce électronique, de juin 2000, et qui réalise quand même un équilibre entre
la nécessité pour toute personne victime d'un contenu illicite, on va dire, qui porte atteinte soit à l'ordre public, racisme, antisémitisme, homophobie, ou au droit de tiers, diffamation, injure, de disposer d'un recours contre les personnes qui prennent la parole et qui sont dans l'incitation à la haine et un certain nombre de difficultés. Et notre besoin de liberté d'expression, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en introduction, mais si on fait une analyse un peu systémique quand même de l'Internet, c'est quand même la liberté d'expression qui, me semble-t-il, mais je suis pas peut-être le mieux placé pour ça, me semble être la valeur suprême quand même du réseau. C'est celle qui nous permet encore une fois, d'interopérer les uns avec les autres. Et donc cette valeur-là, je pense qu'il faut la défendre. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la loi pour la confiance numérique? Elle dit voilà, il y a deux acteurs là, on va dire le fournisseur d'accès à Internet, l'hébergeur. Ceux-là, ils ne peuvent pas avoir une responsabilité de droit commun pour des contenus manifestement illicites, a dit le Conseil constitutionnel, manifestement illicites. On ne peut pas engager d'office leur responsabilité pour des contenus qu'ils ont transportés ou qu'ils hébergent. On va créer non pas une irresponsabilité, mais une responsabilité limitée. Alors effectivement, vis-à-vis de la contrepartie qu'on leur donne à cet avantage, puisqu'ils ne sont pas comme vous et moi. Si moi je m'exprime et que je dis des choses pas bien, j'ai une responsabilité immédiatement éditoriale. Bon, c'est pas leur cas. Eux, ils sont simplement hébergeurs, ils sont intermédiaires techniques ou FAI, et on leur donne une responsabilité limitée. La contrepartie de ça, c'est qu'on leur demande pendant 1 an. Alors là, on pourrait discuter quand même sur la durée d'1 an parce que elle a des points de départ variables. Mais enfin, on va leur dire pendant 1 an, vous conservez toutes les données qui permettent d'identifier l'auteur d'un contenu. Et sur demande judiciaire, et alors ces données qui permettent d'identifier l'auteur d'un contenu, vous êtes tenu au secret professionnel vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que si vous le révélez à un tiers sans que ça soit sur ordonnance d'un juge, alors vous violez le secret professionnel, c'est une sanction pénale. On sait peu ça, mais c'est dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Si moi, par exemple, avocat, pour un client vient me voir, il me dit est-ce que vous pouvez écrire à OVH parce qu'ils ont un blog qu'ils ont hébergé qui me diffame. Si moi j'écris à OVH et que OVH me répond par simple courrier en me disant voilà les données, cette personne qui s'appelle, son pseudo c'est Artempion, mais moi ce que j'ai enregistré, voilà les adresses IP que j'ai enregistrées pendant 1 an à compter de l'enregistrement. S'il ne fait que répondre, il viole le secret professionnel. Et moi, je suis receleur de cette violation du secret professionnel. Donc, potentiellement, OVH peut être poursuivi au pénal, et moi aussi en tant qu'avocat. OVH ne peut me répondre que si un juge a pris la décision de le faire. Et si le juge a pris la décision de le faire, c'est que j'ai été le voir, je lui ai expliqué la situation, je me suis engagé par écrit, je lui ai donné des pièces, et si demain, la personne qui est concernée n'est pas d'accord avec l'ordonnance du juge, il a des recours. Oui. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés qui, de leur plein gré, fournissent quand même des informations sur leurs clients dès qu'une entreprise leur fait la demande? Ils sont dans l'illégalité. Même sans vérifier l'authenticité de l'entreprise. Ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité et ils sont pénalement sanctionnables. Et je rêve de voir un jour quelqu'un se lever et déposer une plainte pour ça. Et il n'y aura pas de problème, c'est dans le texte, c'est dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est pas du tout... s'il n'y a pas d'injonction judiciaire, ils ne peuvent pas le donner. On peut prendre ensemble le texte si vous voulez, c'est très clairement c'est sur réquisition judiciaire. Soit un juge civil, soit un juge pénal. Mais ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui peut mettre son nez dedans à un moment ou à un autre en disant « Attendez, c'est quoi ce truc-là » Alors c'est peut-être potentiellement différent parce que ça se passe aux États-Unis, mais Google qui livre à des djihadistes se faisant passer pour une entreprise les coordonnées d'un activiste anti-djihadiste, il risque quoi potentiellement? Ah mais alors là, bon, évidemment, Google, alors, aux États-Unis, c'est le critère, il est différent. C'est alors bon, djihadiste, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais le critère chez Google, c'est qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me risque. Qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que ça me coûte. C'est autre chose. Mais
les djihadistes. Google, la police française joue même sur ce. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation de la Chambre criminelle où on s'est rendu compte que dans un dossier, la police française a demandé à Google des informations sur un compte, je ne sais plus, AdWords, enfin je sais même plus de quoi il s'agissait. Et donc il y a probablement un avocat qui a vu ça, qui a dit mais c'est totalement illégal, vous êtes. Et la Cour de cassation, jusqu'à présent, en tout cas c'est ça, mais c'est le rôle de chacun d'essayer de convaincre les juges que c'est pas bien. Enfin, a dit Google a répondu spontanément, ils sont aux États-Unis, voilà. Ah. Mais normalement, oui. Vas-y, fini. Mais normalement, tout intermédiaire technique, et Google l'est dans ce cas-là, ne peut pas révéler les données qu'il a enregistrées, sauf sur réquisition judiciaire. Et il y a une sanction pénale qui est dans la loi pour la confiance numérique. Alors, pour le coup, pour cette affaire-là, je ne sais pas si tu vois, je te sais, c'était en fait un problème de copyright. Ouais. C'est une chaîne YouTube en fait qui ont publié des vidéos. En gros, il y a donc des djihadistes qui ont porté plainte pour violation de copyright. Bon, c'était contre eux, mais ils ont fait ça. Et en fait, Google a donné le nom de la personne qui tenait le compte YouTube à l'entreprise, aux djihadistes qui se faisaient passer pour une entreprise pour qu'ils règlent la violation de copyright à l'amiable. Le problème, c'est qu'en faisant ça, évidemment, ils ont donné le nom de la personne qui, très peu de temps après, a reçu des menaces de mort. Donc, imaginons, il se passe ça en France, il y aurait quoi comme recours ? Il y a des recours judiciaires, il y a un recours pénal, il y a une plainte qui peut être déposée, il y a une citation directe. Enfin, je veux dire, tous les recours judiciaires sont possibles là, tout à fait. Ouais. Alors cette question du copyright aux États-Unis, elle est absolument terrible parce que c'est ce qui fait le plus peur à tous les Facebook et les Google, etc. Ils ont la crainte du procès sur la question de copyright parce que là, ça tape là-bas. Hein. Et je me rappelle d'un cas où on a eu une personne, donc il y a un groupe a été créé sur Facebook où sa photo avait été reprise et puis le nom du groupe c'était son nom avec un certain nombre d'adjectifs associés qui étaient vraiment injurieux, quoi, vraiment et à connotation on va dire sexuelle. Et donc on a voulu intervenir pour demander à Facebook de faire quelque chose. Voilà. Donc on a regardé des conditions, on a regardé la loi, si les conditions avec un petit L et avec des guillemets, on a regardé les conditions générales de Facebook. C'était il y a 1 an ou 2 ans de ça. On s'est rendu compte que sur le copyright, ils avaient un mode de fonctionnement particulier. On dit, tiens, c'est bizarre. Alors on leur a écrit, on leur a dit attendez, vous savez la photo que vous avez prise là, c'est sur le trombinoscope d'une entreprise sur un site web. Et c'est eux qui sont propriétaires de la photo, là. Vous êtes en violation du copyright. Le lendemain, le groupe était fermé. Ils ont comme ça, ils ont une appréciation. Des copyrights, pour eux, c'est procès, avocats, etc. Ça va coûter de l'argent, donc c'est anti-business. Donc, oui, donc la loi pour la confiance de l'économie numérique, vous avez compris, responsabilité de l'hébergeur. Alors le petit problème, c'est que effectivement, on dit à l'hébergeur, tu dois à toi retirer des contenus. C'est le retrait de contenu. Ça peut être la suspension. Hein, à partir du moment où tu as connaissance d'un contenu manifestement illicite. Et là où on a beaucoup parlé, la Quadrature du Net l'a fait, enfin beaucoup ont beaucoup pesté contre ça en disant c'est pas à l'hébergeur de décider. Alors, il y a peut-être quelque chose à améliorer là. Il y a peut-être que la loi doit dire manifestement illicite, peut-être qu'elle doit préciser des critères, mais l'intérêt de la chose, c'est que au moins on a un régime équilibré qui pense un peu à la liberté d'expression, ce qui manque quand même beaucoup dans tout le descriptif que je vous ai fait du tableau un peu noir de cette situation. Et quand j'entends dire qu'on va faire une LCN 2.0, qu'on va modifier la loi, etc., j'ai d'énormes craintes sur la situation. Benjamin. Ah, on t'entend pas. Oui, c'est bon, ça vient. On peut faire le parallèle avec le DMCA américain. Ouais. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'au DMCA, quand on voit un contenu qui nous plaît pas ou qui est illicite ou peu importe, on demande à l'hébergeur de le retirer.
Et l'hébergeur se retourne contre son abonné en disant voilà, on nous a signalé tel contenu illicite. Et si l'abonné, je vais le retirer, moi hébergeur. Et si l'abonné dit non, ne le retire pas, il prend sa responsabilité en disant je suis donc moi le public, celui qui a publié le contenu, je suis d'accord pour qu'il reste en ligne. Avec la LCN, en tant que Quadrature et aussi moi à titre personnel, je pense qu'on n'a pas cet avantage-là. Il manque effectivement il manque la possibilité pour l'héberger de dire non, je prends ma responsabilité, je veux que ça reste en ligne. Parce qu'à cause de la LCN, on a donc des hébergeurs qui, à la moindre injonction, enfin à la moindre demande, pas injonction judiciaire, mais à la moindre demande de n'importe qui, disent oula, je suis perché, ça a l'air vaguement tendancieux en termes de diffamation, droit de la presse, des trucs un peu toujours en copyright, tu vois, un petit peu compliqué. Donc je vais pas prendre le risque, je supprime. C'est vrai. Et l'héberger a souvent aucun recours de fait. C'est vrai, parce qu'effectivement, la loi dit l'hébergeur est responsable dès qu'il a connaissance d'un contenu manifestement illicite. Donc il suffit. Alors la loi donne même un mode d'emploi avec une notification, il faut donner son identité, il faut dire où se trouve le contenu, il faut le qualifier juridiquement. Donc si on respecte ça en disant voilà, vous avez connaissance, maintenant prenez vos responsabilités, c'est vrai qu'aujourd'hui un hébergeur il va peser qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que pèse mon client face au risque que je subis, qui est-ce qui est en face, est-ce qu'ils ont des avocats, etc. Et c'est vrai qu'il va avoir tendance à retirer là effectivement à simple réception de la notification qui lui porte à sa connaissance un contenu que celui qui écrit considère comme manifestement illicite. Là, effectivement, il va pas avoir tendance effectivement à trop chercher et il va retirer le contenu. C'est vrai. Mais c'est quand même un régime, je crois, sur lequel il faudrait s'appuyer. On peut l'améliorer, je suis tout à fait d'accord, mais probablement s'appuyer dessus parce que quelque part, il donne un régime général qui me semble, encore une fois, ne pas oublier quand même la liberté d'expression. La deuxième façon de répondre à court terme, c'est de promouvoir un droit à l'anonymat. Alors, bon, on a le droit à l'oubli qui a été donc qui existait en fait dans la loi du 6 janvier 1978 relative à informatique, richesse et liberté. C'était une durée de conservation des données qui était imposée en fonction de critères fixés par la loi. Et de manière jurisprudentielle, la Cour de justice de l'Union européenne a effectivement, on va dire, instauré ce droit à l'oubli sur Google. Bon, mais probablement faudrait-il promouvoir une sorte de droit à l'anonymat. On commence à en entendre parler. C'est quoi droit à l'anonymat ? C'est un peu à l'image de, si je puis dire, du droit à l'image, hein, c'est-à-dire sur tous les éléments de ma personnalité, fixer un principe général que aucun élément ne peut être révélé publiquement sans une autorisation expresse et préalable de la personne concernée. Donc promouvoir ce droit. Et puis ce qui n'est pas écrit là, c'est aussi peut-être promouvoir des solutions techniques, parce que le droit c'est bien, mais tout ça est en symbiose, en osmose avec le reste, et promouvoir des solutions techniques qui soient le plus aisément diffusées, le plus facile à utiliser, qui prévoient la possibilité de s'anonymiser, de promouvoir le chiffrement ou la cryptologie comme on veut. Et c'est une manière aussi de répondre à cette situation. Donc premier mouvement, on va dire, un mouvement de contrôle qui est pas définitif, mais qui s'installe tout doucement, des systèmes qui s'installent tout doucement. Et c'est un peu ça l'histoire des premières la première quinzaine d'années de Internet et de la loi. Un deuxième mouvement qui est la conséquence finalement d'Internet. Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? C'est l'interconnexion de réseaux. Hein, c'est l'acronyme d'une certaine manière de ça, et qui fait qu'au final, on est un peu tous responsables des uns des autres. On est tous en réseau, on est tous connectés les uns les autres. Et une des grandes tendances de la loi et d'Internet, c'est que finalement, il y a de plus en plus effectivement d'attaques avec des mobiles, on va dire crapuleux ou économiques, hein, sur les systèmes,
un taux d'élucidation extrêmement faible, pour ne pas dire quasi nul. Aujourd'hui, lorsque un site est attaqué, quel qu'il soit, que ce soit un site d'un rectorat ou un site purement commercial, déposez plainte, vous verrez qu'il ne se passera pas grand-chose. Donc un taux d'élucidation extrêmement faible. Et pour prendre par exemple le cas de l'affaire Target, qui est cette chaîne de distribution américaine, entre le 27 novembre 2013 et le 15 décembre 2013, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 millions de données qui ont été volées. Quand je dis volées, on va dire captées. Donc avec des numéros de carte de crédit. Et ensuite, Target fait l'objet d'une centaine de procès. Et ça va coûter des millions et des millions de dollars à cette société. Pourtant, Target est bien victime. Il y a un accès, ce qu'on appelle le délit d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Le délit d'accès au système de traitement automatisé de données, c'est un article 323 du Code pénal. Donc il y a des gens qui ont pénétré le système de Target est victime, mais il est responsable. Il est responsable des données à caractère personnel qui se trouvent, où il devait prendre toute précaution utile, où il a eu une faille de sécurité, une négligente, il est responsable. Alors, de plus en plus, le droit devient une sorte de... C'est la patate chaude, c'est-à-dire qu'on dépose des plaintes en se disant, c'est une tendance que nous on constate, on se dépose des plaintes en se disant je vais me placer du côté des victimes. D'ailleurs, il y a une évolution terminologique intéressante, je trouve. Tous les délits informatiques viennent d'une proposition de loi, c'est-à-dire d'un parlementaire qui a déposé une loi qui s'appelait Jacques Godefroy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est la loi du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique, qui s'appelait comme ça, qui est un des derniers textes vraiment bien écrits. En 1 ligne et demie, tout est dit. Tout l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données est puni de telle peine. L'amende, l'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de telle entraver ou fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni. Introduire, supprimer, modifier des données est puni. Voilà, 1 ligne et demie à chaque fois. C'est très clair. Et ça marche. On a appelé ça la fraude informatique. D'ailleurs, il me semble que dans le code pénal, ça reste dans la section fraude informatique, me semble-t-il. Peut-être atteinte au système, maintenant ça a peut-être évolué. Après, on est passé à la cybercriminalité. Ça veut dire qu'effectivement, tout ça, ça commence à se passer en ligne de manière un peu plus... si le cyberspace, tout ça, ça fait plaisir. Et maintenant, on parle de cybersécurité. Et moi, ce qu'on ressent, nous, encore une fois, avec notre prisme partiel, c'est que finalement, la cybersécurité, ça veut dire qu'il y a un gros business pour du conseil en droit, pour conseiller les entreprises, pour gérer le risque opérationnel. C'est-à-dire que le droit devient un outil pour limiter son risque juridique. On va mettre en place des chartes d'usage Internet, qui est un ovni juridique. Il n'est pas dans le code du travail, vous pouvez rechercher charte, vous ne trouverez pas. Dans le code du travail, vous avez la loi, le code du travail, les accords, les conventions collectives, vous avez les accords d'entreprise, les règlements intérieurs, les contrats de travail, la charte. La cybersurveillance, on ne connaît pas. Ce sont des pratiques qui ont été mises en place par les employeurs au niveau des organisations, que ce soit privé ou public, pour essayer de gérer un peu tout ça et les accès qui sont donnés au système et l'usage des 2 services les plus populaires d'Internet que sont le web et le courrier électronique. Donc on voit bien que le droit, finalement, il sert à gérer, ce que je disais, le risque opérationnel qu'une organisation. Et qu'est-ce qu'on voit à court terme dans ce second mouvement que j'ai essayé de présenter ce soir? C'est un peu comme aux États-Unis, l'éclosion d'un droit, on va dire, mou. C'est-à-dire pas celui voté par le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais on voit l'éclosion de normes, de référentiels de sécurité, d'associations qui essayent de promouvoir des systèmes de gestion de ce risque opérationnel par rapport à tout ce qui est cybercriminalité, cyberattaque, etc.